Je veux dire, entre hier et aujourd'hui, moi, je trouve que en fait, les continuités sont remarquables. Et alors qu'on a eu hier des interventions quand même sur des périodes voilà, beaucoup plus anciennes, eh bien, ce fil éthiopien ne cesse de m'impressionner par sa capacité à circuler en fait dans le temps et les espaces. Je vais, moi, aujourd'hui, vous parler un petit peu du mouvement Rastafari jamaïcain, qui est historiquement associé à la reconnaissance et à la défense d'une royauté noire et sacrée représentée par l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, et incarné dans le corps noir des fidèles qui se considèrent, et là je reprends un vocabulaire des années 1920, hein, comme la postérité de l'Éthiopie, en réponse à la postérité de Cham dont parlait Nathalie il y a un instant. En mobilisant en fait ces nombreuses références à l'Éthiopie dans la Bible, le psaume 68-31 faisant un peu usage d'arbres qui cachent la forêt, parce qu'en fait il y en a plus d'une quarantaine de références à l'Éthiopie dans le texte biblique. Donc en mobilisant ces nombreuses références et en s'appuyant dès les années 1930 sur le concept de suprématie noire et sur sa ritualisation sociale et culturelle, le mouvement Rastafari est clairement structuré autour de la valorisation de son africanité et il bouscule les valeurs de la société coloniale caribéenne. Alors, dans l'effervescence des années 1960, marquée par l'indépendance de la Jamaïque en 62 et par la visite de l'empereur éthiopien dans les Caraïbes en 1966, les 12 tribus d'Israël, the 12 tribes of Israel, vont être fondées à Kingston en 1968, année qui est aussi l'année des grandes émeutes autour du bannissement de l'historien révolutionnaire Walter Rodney de Jamaïque, et année évidemment de la naissance du reggae. Donc je vais m'intéresser ici à cette organisation Rasta et questionner deux de ces innovations théologiques. D'abord, les nouveaux outils qu'ils mettent en place pour faciliter l'identification individuelle à une des 12 tribus d'Israël. Et deuxièmement, le déploiement de nouvelles généalogies raciales qui permettent de placer ou situer les membres de cette organisation, notamment ceux qui ne sont pas identifiés comme noirs. Les enjeux ne sont pas minces puisqu'il s'agit ici de questionner tant les usages des archétypes bibliques que la capacité à l'inclusivité et partant à l'universalité du mouvement Rasta. Alors, quelques petits mots juste pour placer rapidement les 12 Tribes of Israel. Elles sont fondées par Vernon Carrington, qui est jamaïcain, aussi appelé prophète Gad ou Gadman, qui ne portait pas de dreadlocks, ces nœuds terrifiants, un attribut souvent associé au Rasta. Selon ses propres termes, Gad avait été converti en 1961, l'année de la première mission pour l'Afrique. C'était une mission semi-gouvernementale jamaïcaine, financée par l'État, dont l'objet, ils ont visité 5 pays sur le continent africain, dans l'objectif d'étudier la possibilité justement d'un retour, d'une installation de Jamaïcains en Afrique, et quelques Rastas faisaient partie de cette mission. Donc, à partir de 1961, Prophète Gad a lu en fait la Bible, un chapitre par jour de la Genèse à l'Apocalypse, one chapter a day from Genesis to Revelation. Il lui aura alors fallu 3 ans et demi pour lire le texte biblique, suivi d'une seconde lecture, soit 7 années complètes pour visionner ce sont ces termes, les 12 tribus d'Israël. Cette lecture quotidienne et continue du texte biblique deviendra une des pratiques recommandées et communes aux membres des 12 tribus d'Israël. Et donc, sous l'autorité du prophète Gad, ces 12 tribus d'Israël reconnaissaient que leur sauveur Jésus-Christ était révélé dans
je cite, la personnalité de son impériale majesté Haïli Sélassié, fin de citation, et ces 12 tribus dispersées se voyaient alors rassemblées en Jamaïque et tendaient tous leurs efforts vers leur rédemption, donc leur retour vers la terre-mère ou la terre promise, appelée Sion, et identifiée comme l'Éthiopie et plus largement comme l'Afrique, une Afrique s'étendant jusqu'au Moyen-Orient pour inclure Israël-Palestine. Alors, ce premier point, le thème des 12 tribus reprenait la référence et l'identification courante aux enfants d'Israël, cet archétype de l'élection et de la promesse du retour commun à tous les Rastas et central dans l'expression de leur vision du monde. Mais ce thème reflétait aussi, tel que formulé par les 12 tribus d'Israël, celle d'une influence étonnante, celle de Charles Fillmore et de l'Unity School of Christianity. La théologie de Fillmore faisait partie d'un vaste mouvement métaphysique américain et à la base du fondamentalisme chrétien néolibéral. Et dans ce qui était parfois attribué à une influence rosicrucienne, Charles Fillmore identifiait 12 sièges de pouvoir situés dans le corps humain qui correspondaient à 12 facultés comme la foi, la force, le jugement, etc., ainsi que les 12 disciples du Christ. Et en fait, le coup de génie, on peut le dire, de ce prophète Gad a été de juxtaposer ces 12 sièges de pouvoir aux 12 mois de l'année lunaire, qui débute en avril, pour les associer au nom des 12 tribus d'Israël, et ainsi que pour chacune d'entre elles, à une couleur, une faculté, une partie du corps et à un disciple du Christ. Et cela permettait en fait aux membres de l'organisation, selon leur date de naissance, de s'identifier ou d'identifier leur appartenance à telle ou telle tribu et d'en adopter en fait toutes les caractéristiques. Ainsi, un homme ou une femme née en avril était de la tribu de Ruben, sa couleur était l'argent, sa faculté la foi, la part du corps qu'il représentait les yeux et le disciple du Christ, André. Je vous ai affiché un tableau qui résume ces correspondances et avec quelques modifications et l'ajout de la correspondance calendaire, ce tableau suivait celui développé par Charles Fillmore. Et il donna en fait aux 12 tribus d'Israël une armature très concrète, en fait, très tangible, sur laquelle développer leur doctrine. Et l'appropriation de ces références externes contribua à donner une homogénéité en fait, à la doctrine des membres des 12 tribus d'Israël, ce qui agissait, ce qui est, comment dire, ce qui est très différent et qui agit par contraste avec les multiples interprétations qui pouvaient se déployer dans l'espace discursif des Rastas et ces nombreuses congrégations, ces nombreux groupes, souvent identifiés à l'échelle du yard, le yard étant l'espace privé en fait de certains individus. Je vous présente ici une photographie d'avril 1972 qui montre le premier corps exécutif des 12 tribus d'Israël. Ce qu'ils appellent the Executives Bench était rempli en fait par 12 personnes. Il y avait un premier banc et un deuxième banc. Là, vous n'en voyez que le premier. Donc, voici le corps exécutif des 12 tribus d'Israël. Chaque représentant d'une tribu est habillé par une robe avec les couleurs de sa tribu et ils représentent avec leurs mains le symbole de l'étoile de David qui est repris des photographies officielles de l'empereur éthiopien et qui est devenu un signe de reconnaissance commun à tous les Rastas. Les membres exécutifs portent ici le tam, qui est un bonnet tricoté aux couleurs éthiopiennes, vert, jaune, rouge, caractéristique de leur organisation. Au centre, vous voyez
Siste Dinah, une femme, qui serait donc la représentante de la seule fille de Jacob et qui s'habillait donc, de façon multicolore, par contraste aux représentants de chacune des tribus qui avaient une seule couleur qui leur était associée. Et devant elle, vous avez Prophète Gad qui est assis. Derrière eux, un drapeau éthiopien et un panneau aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors sur l'image, on le voit un petit peu, apparaissent plusieurs livres, probablement des Bibles qui étaient lus de préférence dans la version de Scofield, alors que la version la plus courante en Jamaïque était évidemment celle du roi Jacques, la King James Version. Tout un faisceau de pratiques, en fait, contribuait à mettre en scène ces tribus d'Israël, la musique, la culture, les références textuelles, bien sûr la Bible, mais aussi des textes apocryphes comme les testaments des 12 patriarches, etc., les interprétations contextuelles, ainsi que les formulations rituelles et formelles contribuaient à rendre réel toute cette symbolique liée aux 12 tribus. Par exemple, dans les relations interpersonnelles, la question « What tribe are you from ?» de quelle tribu es-tu reste incontournable dès qu'on rentre en relation avec des membres des 12 tribus d'Israël. Ainsi, les membres ajoutent leur tribu à leur nom. On a par exemple Sister Sharon, Joseph, Brother Carl, Naphtali, pour reprendre le terme Cush qui a été cité plus tôt, on trouve aussi Reuben Cush comme nom porté par un individu. Tous ces éléments en fait du calendrier sont appropriés par les membres qui s'identifient à eux, lisent le monde à travers eux et les interprètent pour leur donner sens en connivence dans leur vie sociale quotidienne. Les réunions mensuelles des 12 tribus d'Israël étaient placées sous les couleurs et les symboles associés à la tribu adéquate selon le mois, tout comme les dances, les grandes fêtes que l'organisation organisait au lieu du reggae des années 70, dont tous les participants portaient la couleur idoine, contribuant ainsi à cimenter des pratiques symboliques partagées et un sentiment d'appartenance à Israël et à ses 144 000 élus. Alors, maintenant, une autre innovation théologique est associée aux 12 Tribes of Israel, et c'est mon deuxième point, c'est la remise à jour des identités raciales attribuées aux 3 fils de Noé, Ham noir, Shem marron et Japhet blanc, qui auraient donc repeuplé la terre après le déluge. Bon, on l'a bien vu dans nos discussions depuis hier. Les 12 tribus d'Israël ne sont évidemment pas les premiers à attribuer des identités raciales à ces figures bibliques, mais elles contribuent à les ajouter au répertoire de référence des Rastas. C'est pourquoi elles sont nouvelles en fait. Elles sont là nouvelles simplement parce qu'au sein du mouvement Rasta, aucune place théologique, interprétative ou discursive n'avait été faite auparavant pour les non-noirs, si ce n'est dans l'opposition ou le rejet. Les Rastas parlent des oppresseurs blancs. Dans leur texte fondateur des années 1920-1930, on voit l'association entre suprématie blanche, entre royauté anglo-saxonne, entre pouvoir catholique romain, comme des éléments associés à la blanchité et rejetés évidemment en bloc par ce mouvement Rasta naissant. C'est que toute l'histoire du mouvement Rasta est intimement liée à la revendication de cette négritude sacrée qui était déjà le fruit d'un renversement des valeurs qui associait la négritude à l'infamie de la condition d'esclave. Les Rastas avaient subverti le stigmate associé à la couleur noire pour en faire un élément positif, une fierté et un élément central de l'élection.
Mon collègue américain, Charles Price, a bien étudié ces mécanismes par lesquels les Rastas deviennent noirs, en s'appuyant notamment sur la théorie de la négrescence, the Nigrescence Theory, développée par William Cross Jr. depuis la fin des années 70. Alors, avec leur innovation doctrinale autour des identités raciales des fils de Noé, les 12 tribus d'Israël ne font pas table rase de cette négritude sacrée, ni de cette fierté noire. Mais ils y ajoutent une place pour chacun. Ils rangent ainsi la diversité raciale du monde en 3 grandes familles chromatiques. Et ces 3 groupes, humains, chromatiques, raciaux, représentés par Ham, Shem et Japhet, sont dotés d'attributs qui ne sont pas totalement fixes, sauf finalement pour la catégorie chromatique. Ainsi, les couleurs associées à chacun d'entre eux restent toujours noir, marron ou blanc, mais les qualités qui y sont associées semblent nourries par les interprétations de Charles Fillmore et de son Metaphysical Bible Dictionary, qui était une des lectures recommandées par le prophète Gad, et elles sont sans cesse retravaillées dans cet espace discursif qui est propre au Rasta. Une interprétation qui a été souvent entendue au fil de mes enquêtes de terrain associe Ham à la prophétie, ce qui situe en fait le rôle des Rastas qui serait d'annoncer la réalisation de la prophétie biblique, prophétie associée à Marcus Garvey, comme Nathalie l'a mentionné plus tôt. Et donc, Ham est associé à la prophétie, Shem à la royauté, qui place ainsi les dynasties régnantes éthiopiennes, qui, par ailleurs, se réclament elles-mêmes de la descendance du roi Salomon et de la reine de Saba, finalement, qui associe Japhet à l'innovation, ce qui justifierait en quelque sorte de l'insatiable appétit des Européens pour la découverte, entre guillemets, et la conquête. Voilà, différentes catégories qui sont résumées ici dans ce petit tableau. Avec ce dispositif, les membres des 12 tribus d'Israël peuvent être issus de toute la descendance de Noé, ce qui définit en termes pratiques une politique d'inclusion théologique formelle des personnes non noires au mouvement Rastafari et qui légitime leur participation. Pour autant, cette politique inclusive ne se traduit pas partout de la même manière. Par exemple, en Angleterre, au Royaume-Uni, où la branche ou des branches des 12 tribus d'Israël, en tout cas la branche londonienne des 12 tribus d'Israël, a été fondée en 1979, des Blancs pouvaient devenir membres et affluer en fait, attirés par la culture, la musique et la symbolique rasta, contribuant ainsi à distinguer très fortement les 12 tribus d'Israël des autres affiliations rasta. Bon, à ce stade, quelques remarques peuvent être formulées autour de cette politique doctrinaire inclusive des 12 tribus d'Israël. D'abord, ces groupes raciaux ou chromatiques ne sauraient être lus sans connexion avec les questions de classe sociale qui structurent le mouvement et au-delà la Jamaïque. En effet, jusqu'à la fin des années 1960, les Rastas jamaïcains étaient presque exclusivement issus des classes pauvres, populaires et laborieuses. Et alors, sous l'effet du changement social et des moteurs politiques et culturels de la fin des années 1960, des personnes issues de la classe moyenne jamaïcaine, et notamment la jeunesse, rebelle, militante, se sont intéressées de près aux Rastas et sont devenues Rastas en essuyant souvent la critique virulente de segments entiers du mouvement Rasta. Et donc, dans cette dynamique, les 12 tribus ont joué un rôle précurseur en facilitant l'inclusion de personnes issues de la classe moyenne jamaïcaine et souvent considérées comme brown ou non noires en Jamaïque, ce qui a contribué à faire évoluer la composition sociologique du mouvement. Cette évolution s'est vue renforcée par le développement international de l'organisation. Ensuite,
On ne saurait éluder l'impact transformateur du reggae sur les relations entre guillemets raciales, hein, tissées par et autour du mouvement Rasta. Le succès international de cette musique populaire, hein, portée par les Rastas, a contribué à faire bouger les lignes parce que le show business et le marché international du disque ne pouvaient se satisfaire d'un produit culturel strictement noir. Alors, plus que tous les autres groupes Rasta, les 12 tribus ont contribué à l'explosion du reggae, auquel elles faisaient référence comme la musique du roi. Les 12 tribus ont gagné la réputation d'être la maison du reggae. Leurs soirées, encore aujourd'hui, évoquent, leurs soirées, j'entends des années 70 et 80, évoquent encore aujourd'hui de vifs souvenirs à Kingston et ont assuré une bonne part de leur succès national et international. Enfin, d'autres routes symboliques d'inclusion des Blancs se sont tissées au fil des années dans des segments historiquement tout à fait rétifs à la présence en leur sein de personnes non noires. Ainsi, la Britannique Sylvia Pankhurst, militante antifasciste entièrement dévouée à la souveraineté de l'Éthiopie, inhumée dans le carré des Patriotes en l'église de la Sainte Trinité à Addis-Abeba, sert-elle parfois de figure exemplaire pour illustrer le rôle que peuvent avoir les Blancs auprès du mouvement Rasta. Pour conclure, les 12 tribus d'Israël, une organisation fondée en Jamaïque en 1968 par Prophète Gad, a contribué à renouveler en profondeur certaines des pratiques du mouvement Rasta. Alors que celui-ci s'est historiquement construit sur la revendication d'une négritude sacrée et sur l'identification à la royauté éthiopienne, et alors qu'il était sociologiquement ancré dans les marges populaires de la Jamaïque, les 12 tribus d'Israël ont proposé au moins 2 innovations théologiques. D'abord, un calendrier qui associe chacune des tribus d'Israël à une couleur, une faculté, une partie du corps, etc., et qui permet à chaque membre de s'identifier à une tribu en particulier, ce qui sert de ciment symbolique et social à un collectif rapidement devenu international. Ensuite, le déploiement de nouvelles généalogies raciales associées aux 3 fils de Noé ont contribué à situer les personnes non noires au sein de l'espace discursif des Rastas. Les 12 tribus d'Israël ont ainsi participé à des évolutions et des adaptations doctrinales importantes au sein du mouvement, le préparant en quelque sorte à une importante expansion et diffusion dans le monde entier dès la fin des années 1970. Je vous remercie de votre attention.